dès à présent d'alimenter, d'accélérer la création des mondes de demain qui, ça tombe bien, existent déjà. Comment ? De plein de manières. Avec notre temps, avec notre énergie, avec notre savoir, avec nos talents, mais aussi avec notre argent. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Je suis très heureux, même si Mathilde l'a dit, je le répète, on a la chance d'avoir ici 3 porteurs, représentants de projets qui, à mon avis, façonnent le monde de demain. Eux aussi sont venus du futur pour nous parler. On a Anne-Charlotte Pesque, j'arrive jamais à prononcer ton nom. Péché. Ah, Péché, ok. Anne-Charlotte Péché, de la Nef, qui va venir nous parler de la banque éthique et solidaire. Est-ce que c'est vraiment possible ? On a Lucas aussi, et je n'arriverai pas à dire ton... Ah, vous savez, on va rester avec les prénoms, ça vous va hein. Donc on a Anne-Charlotte de la Nef, on a Lucas de la monnaie locale complémentaire, la pêche, une monnaie pour Paris. Et on a Olivier qui remplace à brûle pour point Vincent, et merci pour ça, Vincent qui est le cofondateur de KissKissBankBank. Toi, Olivier, quelle place tu portes ici chez KissKiss ? Eh bien, bonsoir. Moi, je m'occupe de tous les projets de collectivités, d'acteurs publics, question de mécénat, et beaux projets aussi, notamment comme la monnaie locale, par exemple. Voilà. Génial, merci Olivier d'être ici. Donc tu représentes KissKissBankBank, qui est une plateforme de crowdfunding. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est une petite heure d'échange entre nous et puis ensuite une grosse demi-heure avec vos questions. Okay, on est en petit comité, préparez vos questions. Je vous prépare dès à présent. On aura ce moment gênant où à un moment on se dira « Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Racontez-nous vos expériences, partagez-nous vos interrogations. » Et on a cette minute où en général on se regarde un peu comme ça en chien de faïence, qui se lance pas. Préparez-vous, comme ça nous évitera de tomber dans ce piège. Et moi, la première question que je voulais vous poser, c'est effectivement, aujourd'hui on est encore en 2019, mais si jamais on devait se projeter en 2030, à votre avis, quelle sera la place de l'initiative que vous portez, pour laquelle vous travaillez, dans ce monde des futurs souhaitables? Si on doit se fixer un peu un cap, si on doit rêver, à votre avis? Je pose une question tout de suite pour déstabiliser un peu. Pourquoi ? Parce qu'en général, on parle du contexte, on en reviendra, on aura l'occasion de distiller un peu tous ces chiffres. Mais si là, tout de suite, on va se dire, mais en fait, allez, nous, navigateurs des futurs, nous partons avec ce cap de tracé. Le financement participatif, Olivier, tu as le micro, j'en profite. À ton avis, en 2030, à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble ou à quoi on voudrait que ça ressemble ? Pour reprendre les propos habituels de Vincent Ricordeau, le cofondateur de KissKissBankBank, qui n'est pas ici ce soir, malheureusement, qui est coincé quelque part, ça consiste effectivement à reprendre le pouvoir sur son argent. On parle littéralement de pouvoir citoyen, d'argent citoyen, de mode de financement citoyen, où finalement on n'est plus dans les schémas classiques de financement bancaire avec des objectifs de rentabilité, de business plan, etc. On est plutôt dans la volonté de financer des vrais projets portés par des vrais gens, avec de vrais gens qui sont du côté du financement. Et finalement, on s'attache en financement participatif à financer une idée qui nous semble pertinente, originale et qui peut être la plus innovante possible, n'avoir aucun précédent, ce qui est toujours problématique dans le financement classique, mais qui pour autant va parler aux gens et aux citoyens en direct. Et si c'est le cas, ça fonctionne. Donc idéalement, à l'avenir, on aimerait que, à la fois en termes de financement, comme en termes de ce qu'on appelle la transition écologique et sociale, etc., les citoyens prennent du pouvoir et une part de décision. Juste pour terminer sur ça, parce que une de mes spécialités chez KissKissBankBank, et d'ailleurs mon parcours professionnel se base sur les collectivités, on a aussi dans le domaine des collectivités, au-delà du financement, finalement, des initiatives extrêmement intéressantes à l'occasion des prochaines municipales, avec par exemple une mairie des Molières, dans le 78, pas très loin d'ici, qui propose carrément, au niveau du maire actuel, des listes de candidatures qui sont composées de citoyens tirés au sort. Et le but du jeu, c'est de ne plus avoir des professionnels élus locaux, des professionnels de la politique, mais avoir littéralement des citoyens qui s'impliquent dans la vie locale. Et donc, dans ces futurs souhaitables, dans ces utopies réalistes, des maisons du financement participatif comme ici à Paris, il y en aurait finalement dans toutes les villes ?
Ah oui, évidemment, il y en aurait partout. D'autant plus que pour ce qui nous concerne, nous nous sommes lancés dans un grand tour de France du financement participatif. Nous faisons un tour de France de ce qu'on appelle des Kiss Kiss Dating. On a 200 dates qui sont prévues un petit peu partout en France. Et en effet, notre idée, c'est de pouvoir populariser ce mode de financement et faire en sorte que ça sorte des grandes villes, des métropoles, et que ce ne soit pas qu'un simple outil citadin pour geeks avertis entre eux, mais que ce soit quelque chose qui se décline partout en France. Super, merci. Qui pourrait d'ailleurs être financé avec des monnaies locales complémentaires. Lucas, qu'est-ce que tu en dis, toi, dans des utopies réalistes? À quoi ressemble, comment circulent les monnaies locales complémentaires? Quelles sont leurs places dans notre société? Alors la question c'est 2030, donc ça me laisse à peu près 11 ans de marge pour prévoir ça. Sur le territoire de la pêche, il y a à peu près 6 millions d'habitants, donc je parle de la petite couronne de Paris. Si on parie que la moitié prend conscience d'ici 10 ans de tous ces enjeux et en utilise 100 par mois, on arrive à déjà 3,6 milliards de pêches échangées par an, en sachant que les pêches ayant un multiplicateur économique presque 10 fois plus important que celui de l'euro, à la fin de l'année, on serait plutôt dans l'ordre des 30-40 milliards de PIB en pêche. Et sachant que nous, on a 3% de création monétaire, ça fait quelques centaines de millions de pêches qui pourraient être créées citoyennement à cette occasion et du coup financer un certain nombre de projets. On s'approche des budgets de collectivités locales et pour l'instant, la pêche, elle ne circule qu'en papier, mais d'ici 10 ans, elle sera aussi sous forme électronique. Donc, un de nos objectifs, ce sera évidemment de pouvoir travailler avec des plateformes de financement participatif, notamment comme KissKissBankBank, qui nous a permis de nous lancer il y a 2 ans, et de pouvoir financer directement en monnaie locale des projets locaux, de manière à faire en sorte que vraiment on est dans les 10 ans. Enfin, pour moi, 2030, ce sera trop tard. Donc, il faut qu'on ait pris l'enjeu juste avant. Mais disons que 2030, à mon sens, en tout cas, c'est la fin de la fenêtre dans laquelle on a la dernière chance de pouvoir vraiment inverser notre société, nos modes de production, de consommation. Donc 2030, ce sera le moment où on pourra voir si on aura réussi et du coup construire avec les monnaies locales, les financements participatifs, les banques coopératives et j'espère la nouvelle forme d'économie qui aura remplacé notre société capitaliste actuelle d'ici 11 ans pour pouvoir continuer à faire prospérer l'espèce humaine sans tout détruire sur son passage. Mais à mon sens, il faut avoir préparé, agi et lancé tout ça avant 2030. C'est maintenant que ça se joue. En 2030, la partie sera finie. On pourra voir les résultats et j'espère que la pêche, par exemple, sera aussi efficace que d'autres monnaies dans l'histoire qui ont, après la crise de 29 ou la Seconde Guerre mondiale, ou même celle de 2006-2007, littéralement changé la face de régions entières. Oui, on a des exemples, hein. Tu peux en citer quelques-uns, mais par exemple, je sais que le VIR, lui, il vient d'une chute de la monnaie et qu'en quelques mois seulement, il a permis de complètement réactiver une économie beaucoup plus locale. Et aujourd'hui, la Suisse a survécu à toutes les crises depuis 1929 parce que toutes les TPE-PME, lorsqu'il y a une crise financière internationale, utilisent la monnaie locale et effectivement peuvent continuer à payer leurs salariés, à payer leurs fournisseurs, à faire tourner la machine, entre guillemets. Et ils ne sont pas dans la situation où nous, à chaque crise, on se retrouve, on est encore 10 ans après. Enfin, moi, j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie dans la crise. Et c'était il y a maintenant 10 ans, et aujourd'hui, on a encore 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, un agriculteur ou une agricultrice qui se suicide tous les 2 jours. Et on voit qu'on n'a pas mis en place les outils permettant de prendre à contre-pied ces effets, alors que, par exemple, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, le Vorgel a permis de passer de 30 à 0% de chômage dans une région entière et de tout reconstruire. Ça a été interdit. Il y a un magnifique film sur Arte en ce moment qui raconte cette histoire, qui est encore disponible pendant quelques jours si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc, une fois que ça a fini et qu'ils ont reconstruit, là, on a arrêté. Les banques et les États sont arrivés et ont mis tout le monde en prison. Mais aujourd'hui, on sait qu'on n'a que quelques années pour le faire et il faut y arriver pour pouvoir relocaliser avant 2030. 2030, c'est trop tard. Avant 2030, l'énergie, l'agriculture, les biens et services de base et pouvoir récupérer une autonomie vivrière, locale, qui permet de nourrir tout le monde. Là, on voit depuis 5 jours seulement, c'est la grève. Un grain de sable, il y a 600 km de bouchons à Paris. Les stocks de pétrole, il y a des grèves aussi, etc. Et on se retrouve dans une situation où on perçoit, là, enfin, je ne sais pas
l'aventure que vous avez eue pour venir jusqu'ici, mais on perçoit à quel point notre mode de vie et notre économie sont fragiles. Et à Paris, on a 2 jours d'autonomie alimentaire. Donc le jour où ça va un tout petit peu plus loin et que c'est l'électricité ou le pétrole qui sont inaccessibles pendant plusieurs jours, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien à manger. Tu dis que la monnaie locale est finalement un outil de résilience extraordinaire. On coupera les 4-5 minutes de ta présentation, on enverra ça à Valérie Pécresse, parce que je pense que tous ces... Combien tu disais 30 milliards 40 milliards d'échanges de monnaie locale complémentaire, ça l'intéressera? Si, en 2030, si la moitié des Franciliens en utilisent ne serait-ce que 100 par mois, ça fait 36 milliards de Je pense que ça PIB peut local. C'est l'intéresser. pas beaucoup, et puis mais on l'enverra aussi à ça Bruno fait Le bien. Maire. Je pense que lui aussi, ça peut l'intéresser. On verra ça. Avant de revenir sur effectivement la monnaie, l'argent comme un outil de résilience, on peut continuer, puisque là, on est en 2030 dans une utopie réaliste où, en fait, ceux qui ont réussi, qui avaient placé, tu te souviens, en 2019, qui avaient placé leur argent à la nef, ils ont beaucoup mieux réussi à absorber le choc de la grande crise économique qui a eu lieu début des années 2020, Charlotte. Ça s'est passé comme ça, non? Alors, tout à fait. Et je me projette. Non, mais ce que je me dis, c'est que en 2030, les citoyens se seront posé la question de savoir, mais en fait, où va mon argent ? Et se seront dit, je veux que mon argent, je veux reprendre le pouvoir sur mon argent, et je veux que mon argent, il ait un impact positif sur l'humain, sur l'environnement. Et à partir de là, ils se seront mis à creuser, parce qu'en général, quand on se pose la question et qu'on commence à découvrir la réponse, on se met à creuser un peu. Avec le plus grand nombre se seront posé cette question et auront exigé de la transparence sur l'utilisation qui est faite de leur argent, de leur épargne, et auront voulu reprendre le pouvoir sur leur argent, notamment par des enjeux de gouvernance, en reprenant le pouvoir sur leurs banques, donc en faisant partie de banques citoyennes, coopératives, qui ont un principe d'un homme, une voix, et qui peuvent exercer à la fois sur les territoires, à la fois en assemblée générale, à la fois en s'impliquant, en faisant entendre ce qu'ils veulent, et cette transparence qui est indispensable pour savoir où va son argent et s'assurer qu'il a un impact positif sur son territoire. Il y a 2 enjeux de ce que tu dis. C'est un enjeu de réancrage local et de contrôle même des directives et des projections et des stratégies des banques avec une personne, une voix. Et donc là, c'est des modèles beaucoup plus coopératifs que les grandes banques actuelles. Et puis l'autre enjeu, c'est même de carrément dire, mais en fait, cet argent, où est-ce qu'il va? Quelle est la finalité de son utilisation? Et comment décider qu'il soit utilisé pour des choses qui impactent, affectent et intéressent les citoyens? C'est ça, reprendre le pouvoir sur son argent, c'est savoir où il va et c'est décider de là où il va, en fait, en sachant, grâce à cette transparence. Et oui, je pense que ça va de pair. Là, le changement d'échelle est opéré. La nef, on existe depuis 30 ans. On est dans une dynamique de croissance hyper intéressante. Aujourd'hui, c'est une communauté de 60 000 personnes, des sociétaires, des clients épargnants, des emprunteurs, puisque cet argent, cette épargne, elle sert à financer des projets à impact social, environnemental ou culturel en France. Et donc, toutes ces personnes sont sociétaires et font vivre la coopérative, mais c'est rien quand on compare à la plus petite des grandes banques. Donc il y a encore tout un chemin à parcourir et un changement d'échelle à opérer. Et voilà. Je le disais en rigolant, mais pas tant que ça en fait. Pourquoi placer son argent à la nef aujourd'hui, ça devrait presque être stratégiquement le meilleur endroit où mettre son argent en cas de grande crise économique? On finance des projets qui... Enfin, déjà, on sait ce qu'on finance. Et on finance des projets qui sont ancrés sur le territoire. Donc la nef passe pas par les marchés financiers. En fait, la nef finance, avec votre épargne, la nef finance des projets. Des vrais gens. Là, j'ai ramené un exemplaire de chaque, mais 3 ans de liste de prêts que vous pouvez feuilleter si vous voulez. Pour vous donner une idée de ce que c'est des producteurs en bio, enfin toute la filière bio. Essentiellement, on est historiquement très ancré très écolo. Donc plus de l'année dernière, c'était 80% de nos financements qui sont dans le secteur de l'environnement, à la fois des projets d'énergie renouvelable citoyens. On a cette attention de financer des projets qui sont portés par les citoyens sur le territoire et des projets qu'on peut suivre localement, puisqu'on est à côté de chez nous. Et du coup, des projets ancrés et concrets.
Donc il n'y a pas d'actifs pourris à la nef, il n'y a pas de placement douteux, de choses qui peuvent exploser et que la bulle ait un effet, une déflagration qui entraîne toute la banque. On n'a pas de stratégie, de placement sur les marchés financiers. Si on rentre dans les détails de notre rapport annuel, aujourd'hui, on a plus d'épargne que de projets qu'on finance. Donc il y a une partie de nos fonds qui sont placés sur des comptes à terme, essentiellement au crédit coopératif. Si on rentre dans le détail, en tout cas, l'objectif et le modèle, c'est bien que l'épargne des citoyens serve à financer des projets, aujourd'hui professionnels, demain aussi, les projets de chacun d'entre nous. Donc un outil de résilience. Un outil de résilience, on en parlait tout à l'heure, la monnaie locale complémentaire, à très court terme. En fait, si les banques commencent à vivre un soubresaut autrement plus fort qu'avec la crise des subprimes, ce que toutes les grandes organisations internationales nous promettent, ça peut aussi être un rempart avant que les échanges, que les grandes structures vraiment s'immobilisent. Alors évidemment, ce sera un rempart. C'est un de ses principaux objectifs, mais pas que. Une bonne partie des monnaies locales en circulation, aujourd'hui, elles se sont construites en réaction et après une crise financière. Nous, on a, entre guillemets, la chance de l'avoir... Vous espérez presque une crise, vous, en fait? C'est pas qu'on l'espère, c'est qu'on l'attend. Ouais. On sait qu'elle va arriver et il faut s'y préparer. C'est difficile de dire qu'on l'espère parce que, malheureusement, à court terme, dans les mois qui vont suivre, ça va faire des millions de victimes et je souhaite évidemment à personne de se retrouver au chômage ou dans encore plus de précarité à cause de cette crise. Mais dans les faits, évidemment, si on regarde le long terme, on ne peut qu'espérer l'effondrement du système économique actuel parce que ça permettra justement d'enfin sortir du mirage qui est entretenu. Mais c'est une toute petite période de l'histoire humaine, l'économie qu'on est en train de vivre. Et elle est, depuis le début, et intégralement insoutenable. Insoutenable pour l'humanité et insoutenable pour les ressources de la planète. Elle est basée sur l'idée qu'on possède des ressources infinies. Donc, de toute manière, on va foncer dans le mur et on va y arriver. La seule question, c'est est-ce que ce mur, on y arrive en 2020 ou en 2023 ? C'est pas 2030 ou 2040, ça va arriver très vite. Et effectivement, les monnaies locales, que ce soit avant pour s'y préparer et pendant pour survivre, ça va être un rempart et plus que ça, parce que la monnaie locale, en permettant de développer des énergies renouvelables, de l'agriculture locale et de la production locale, elle fera que le jour où le commerce international et le pétrole cesseront du jour au lendemain, on aura quand même de quoi produire notre nourriture et notre énergie juste en dehors de Paris. Si on s'attend à continuer à se nourrir avec la Nouvelle-Zélande et l'Espagne, le lendemain de la fin du pétrole ou du choc économique vers lequel on va vraiment tomber de très très haut. Et d'ailleurs, juste pour faire le lien avec ton intervention, Anne-Charlotte, l'intérêt de la monnaie locale, c'est que tous les euros que vous allez convertir en monnaie locale en pêche, ils vont directement à la nef. Donc en fait, en utilisant la monnaie locale, vous faites d'une pierre deux coups parce que vous avez d'un côté la monnaie locale de consommation que vous allez utiliser au quotidien, qui ne va pas sortir du réseau, qui va uniquement circuler dans un réseau que vous connaissez, qui respecte la charte, l'économie locale, la solidarité, la démocratie et l'environnement. Mais en plus, les euros que vous avez convertis, ils ne vont pas dormir, on les retire du système financier actuel, mais ils vont être à la nef pour pouvoir financer des projets localement. Donc vous faites vraiment d'une pierre deux coups à ce niveau-là. Et effectivement, lorsque, pour l'instant, on est à parité avec l'euro et on a un taux de change avec l'euro, mais l'intérêt de construire ce réseau, c'est que demain, lorsque l'euro ou le système financier international s'effondreront, le système de la monnaie locale, lui, il existera toujours. Et donc, on peut se déconnecter de l'euro, comme l'a fait le franc VIR dont tu parles depuis 60 ans en Suisse, et on pourra continuer à utiliser la monnaie locale entre les prestataires du réseau et entre les particuliers qui l'utilisent. Le seul souci, c'est que si on n'est que quelques milliers à l'utiliser et que quelques centaines de prestataires, le jour où 2 millions de Parisiens et Parisiennes et 6 millions de gens de la petite couronne veulent l'utiliser, on va avoir un choc très difficile à absorber. C'est pour ça que l'objectif, c'est aussi de ne pas attendre le dernier moment et de faire en sorte que, avant que ça n'arrive, le réseau soit suffisamment important pour pouvoir absorber le choc. On est résilient, mais on est résilient pour le moment que pour quelques milliers de personnes. On ne le sera pas pour des millions si les choses ne vont pas progressivement. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut absolument qu'on commence à réfléchir à où va notre argent,
à qu'est-ce qu'on fait de nos achats, à quel est le circuit qu'utilise l'argent une fois qu'on l'a dépensé, parce qu'on ne voit que l'argent que je dépense à la caisse, mais derrière à la caisse, où est-ce qu'il va cet argent? Il passe par quelle banque? Il passe par quel fournisseur? Il va dans quel pays? Il va dans quelle bulle financière? Puisqu'effectivement, nous parlons ici, pour l'instant, que de l'économie réelle, qui représente seulement 2% des échanges financiers. Exactement. Il y a 98% de l'argent qui, en fait, est dans une sorte de bulle spéculative. Enfin, en tout cas, 98% des transactions financières actuelles en euros, elles sont effectivement spéculatives. Et chaque fois que vous convertissez des euros en pêche, vous retirez ces euros de cette masse. Et petit à petit, l'objectif, c'est de la grignoter. Et toute la partie réelle, elle va rester dans l'économie réelle. Parce que si vous dépensez en pêche, votre argent ne peut pas repartir dans cette bulle. Alors qu'aujourd'hui, quand vous dépensez votre salaire en euros dans un supermarché, une grosse partie de l'argent que vous allez dépenser, à la fin de l'année, il va refinir dans cette bulle. Parce que je vais juste une toute petite parenthèse d'une minute technique et économique, mais qui est importante pour comprendre ce dont on parle. Aujourd'hui, si vous dépensez 100 euros le 1er janvier, ces 100 euros en passant par le magasin, puis par les fournisseurs, les intermédiaires, etc., à la fin de l'année, ça aura fait 150 euros d'activité dans l'économie locale et disparu. Alors que si vous dépensez ces 100 euros en monnaie locale, en sans pêche, à la fin de l'année, ça peut faire jusqu'à 1515 fois d'échanges, parce qu'à aucun moment ça sort. Mais vos euros, s'ils sont dépensés en euros, ils vont partir en Suisse, au Luxembourg, au Panama, mais aussi en Chine, en Espagne, etc. Et à la fin, même si vous avez essayé de dépenser localement, même si vous avez essayé de faire attention à vos achats, ces euros, ils auront quand même été aspirés et ils retourneront nourrir cette bulle spéculative de 98%. L'objectif, c'est d'en sortir petit à petit et de les faire passer par la monnaie locale, par la nef, par le financement participatif et de les sortir de cette économie destructrice de la planète et de l'être humain. Olivier, je continue avec toi. Cette idée de maillage, notamment ce maillage humain, est-ce que vous l'avez en tête chez KissKiss et est-ce que vous avez cette stratégie de le renforcer? Bien sûr, ce maillage humain, il est absolument essentiel puisqu'il constitue ce que nous appelons la communauté qui va se greffer autour d'un projet, autour d'une collecte. Alors nous, on aime bien, moi j'aime bien parler, quand on parle d'une collecte de financement participatif, aussi d'ailleurs de circuit court financier, dans le sens où finalement, en allant d'une personne quelque part sur le territoire à un porteur de projet, il n'y a pas d'intermédiaire, on sait où l'argent va et comment il va être utilisé. Et encore plus si ça va avec la monnaie locale et la nef. Le maillage pour nous, en financement participatif, il s'illustre tout simplement à travers ce qu'on appelle les cercles de contributeurs. Chaque projet qui vient collecter des fonds en financement participatif, pour que sa collecte fonctionne, va d'abord fédérer une première communauté qui lui est propre, son environnement, ses adhérents, son fan club, etc. Et l'enjeu, c'est ensuite d'avoir littéralement un bouche à oreille, un partage de l'information, une viralité de l'information, pour que, au final, on ait ce qu'on appelle un troisième cercle de contribution qui va arriver et qui va venir potentiellement justement de partout en France. L'idée de la viralité, du bouche à oreille et de l'utilisation de tous les réseaux quels qu'ils soient. Quand je dis réseaux, ce sont à la fois des réseaux numériques, mais également des réseaux de la vie réelle, des associations, la monnaie locale, les cigales, etc., etc. On n'a pas cité les cigales, mais ça fait partie aussi de ce type de maillage. Eh bien, ça va nous permettre finalement de démultiplier le pouvoir de chaque porteur de projet, d'avoir des porte-voix qui vont se multiplier, se décupler et permettre finalement potentiellement à tout un chacun, même s'il est entre guillemets isolé dans son coin, de se retrouver avec un public et des contributeurs qui peuvent venir de partout en France et même au-delà. Alors moi j'aime bien citer souvent des exemples concrets. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec un parc naturel régional. J'aime bien citer cet exemple dans le domaine des collectivités parce que ce sont des modèles de collectivités un petit peu à part qui ont été créés en 1967 et qui exercent des missions et qui essayent d'innover et qui, depuis les années 70, essaient de mettre en place ce qu'on appelle des circuits courts, mais qui essaient également justement de valoriser les artisans. Donc il n'y a pas longtemps, je disais, on a eu un projet avec un artisan
artisans dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, qui avait un superbe projet d'économie locale, d'utilisation de ressources locales pour créer des senteurs à base de pin notamment, et pour créer en plus à partir de ces senteurs des déclinaisons de ces produits qui pouvaient servir à de la gastronomie. Le problème de cet artisan, c'est qu'au fin fond des Pyrénées catalanes, il était complètement isolé. Il avait très peu de visibilité et très peu de moyens de communication. Et il s'est dit aussi qu'en faisant du financement participatif, justement, pour en revenir à ta question sur le maillage, il aurait peut-être une chance de se faire connaître au-delà de son village de 300 et quelques habitants dans les Pyrénées catalanes. Ce qui a été le cas parce que par le jeu du bouche à oreille, il a réussi à fédérer bien sûr sa communauté catalane, mais au-delà de cette communauté catalane, il a réussi à toucher et à intéresser, toujours sur des principes de circuit court, des restaurateurs, des commerçants, pour le coup en France entière. Et il est revenu vers moi à la fin de sa campagne en me citant notamment le cas d'un restaurateur passionné par les produits artisanaux qui était basé à Strasbourg. Et qu'il a appelé en fait directement suite à sa campagne de financement participatif parce qu'il avait découvert son projet grâce à sa campagne. Et du coup, ça a permis effectivement ce maillage de mettre en lien, ce jeu de bouche-oreille, de mettre en lien un petit artisan avec zéro moyen, avec un autre artisan et un restaurateur à l'autre bout de la France, sans qu'il n'y ait eu d'ailleurs de déplacement carbone pour que l'artisan avec un VRP aille présenter ses projets à Strasbourg. Et c'est ça qui en fait est souvent le double effet qui se coule, du financement participatif, c'est que souvent on y vient parce qu'on a le besoin financier, mais qu'en fait ça a au moins autant d'impact au niveau de la communication et de la création même du réseau. Exactement, double effet qui se coule, c'est même parfois la première motivation, la première utilité, c'est de fédérer une communauté autour d'un projet. Bien sûr, on vient chercher des sous parce qu'on a besoin, comme tout le monde, d'avoir un plan de financement pour réaliser son projet, pour imprimer la monnaie locale en version papier, etc. etc. Mais l'idée, c'est aussi finalement surtout de faire connaître ce projet au plus grand nombre. Tout le monde n'aura pas forcément les moyens de contribuer, mais par contre, tout le monde a le pouvoir, à l'instant T, au minimum, de relayer une information, une idée qui semble géniale, et d'en parler autour de soi, et de faire en sorte qu'un projet qui n'a pas derrière lui une agence de pub, des moyens de communication hallucinants, pourra malgré tout se faire connaître partout en France. Et alors, comment on fait pour remettre l'humain au cœur? Parce que depuis tout à l'heure, ce qui est assez extraordinaire, quand même, c'est qu'on est ici pour parler d'argent et on ne parle que de gens. Vous, là, notamment, chez la Nef, si on peut redonner le micro à Anne-Charlotte, vous avez fait tout un focus sur les gens. Et quand on regarde la communication de la Nef, c'est que des gens, mais ce n'est pas des gens qu'on a pris de banques de données d'images parce qu'ils avaient l'air sympas, souriants ou pro ou il y a un sentiment de proximité. Non, ce sont des vrais gens. Et en fait, quand toi, tu parles de la banque, en général, Anne-Charlotte, vous parlez que des gens qu'il y a derrière. Non seulement des gens qui prêtent, mais aussi des gens qui utilisent cet argent. Effectivement, et puis le lien, c'est la coopérative, en fait, puisque les épargnants sont sociétaires et les emprunteurs, les professionnels, du coup, quand je dis professionnels, c'est toutes les associations, les coopératives, les entreprises, les TPE, PME sur les territoires, sont aussi sociétaires. Et localement, en fait, la Nef, on est quelques salariés, mais c'est surtout les sociétaires eux-mêmes qui font vivre la coopérative et qui la font vivre localement. Je suis restée à 35 groupes locaux, mais en tout cas des groupes locaux de sociétaires qui s'organisent sur les territoires et qui ont deux rôles, à la fois de tisser du lien avec les réseaux sur les territoires, avec les réseaux militants engagés, avec les autres organisations qui existent, mais aussi entre les sociétaires eux-mêmes, entre les épargnants et les emprunteurs et les entreprises sur les territoires, pour que localement on puisse voir aussi où est allé notre argent. Ça, c'est un rôle. Et l'autre rôle, c'est le rôle de faire vivre la gouvernance et donc de bien faire en sorte que, au plus près de chez soi, on puisse quand même faire entendre sa voix, on puisse avoir accès aux informations en marge des assemblées générales. Ces groupes locaux, ils organisent localement ce qu'on appelle des assemblées régionales, de manière à réunir un maximum de sociétaires pour qu'on puisse leur décrypter aussi les chiffres, les informations, et qu'ils puissent voter en toute connaissance de cause, au-delà de faire vivre aussi le lien. Donc ça, c'est concrètement comment on met l'humain au cœur de la banque. Oui, bien sûr. Et puis toi, Lucas, tu peux nous dire aussi que
il y a tout cet intérêt économique dont tu as parlé, de réancrage local. Mais en fait, on voit aussi que de plus en plus, plus le tout numérique grignote notre monde avec des achats qui se font en quelques clics, et plus il y a des gens qui disent non. J'en ai ras-le-bol. En fait, moi, je veux des vraies personnes en face de moi qui sont capables de me vendre plus qu'un simple produit, mais qui sont capables aussi de me raconter toute l'histoire qu'il y a derrière. La monnaie locale, elle a aussi cet intérêt dans la recréation de liens, en fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est depuis quelques années dans un mouvement de disparition progressive du cash, c'est-à-dire de transformation de l'argent fiduciaire liquide sous forme de billets, de pièces, non seulement en monnaie numérique, mais en plus en monnaie sans contact. C'est-à-dire que là, on partageait dans une autre monnaie locale un slogan et une image où on voyait d'un côté payer sans contact et de l'autre payer avec contact. Et moi, je reviens d'un an d'études en Suède où la guerre contre le cash fait rage depuis maintenant 10 ans et où de plus en plus, on est dans des endroits qui n'acceptent plus l'argent fiduciaire physique, mais n'acceptent que les paiements dématérialisés. Tu te retournes devant des billets, hein, c'est ça que tu essaies de saisir depuis tout à l'heure. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais là, ce sont les billets de pêche de monnaie locale. Et en Suède, on est dans une situation tellement ubuesque par rapport à ça que, par exemple, les sans-abri, il y a des startups qui leur créent des terminaux de paiement sans contact pour que les gens puissent donner aux sans-abri de l'argent avec une carte sans contact ou avec leur smartphone parce qu'ils n'ont plus de cash sur eux. On va vraiment dans un... Non mais je vous jure, je l'ai vécu, je l'ai vu quand on entre dans un magasin ou dans un restaurant où il y a marqué en gros on n'accepte pas l'argent et on n'accepte que le smartphone ou la carte bleue. Et il y a des opérations dans le monde qui sont menées par différentes institutions internationales, notamment la Banque mondiale, pour tester dans des pays plus pauvres, notamment en Inde, où il y a quelque temps, ils ont supprimé la plus importante coupure de billets en circulation. Et là, ce n'est pas des centaines, c'est des centaines de millions de gens se sont retrouvés du jour au lendemain avec leur argent qui n'avait plus aucune valeur et qui ont été obligés de créer des comptes en banque en donnant leurs informations biométriques, etc. Et pour pouvoir avoir un soi-disant traçage complet des échanges. Avec en plus la Chine qui derrière est aujourd'hui qu'avec du smartphone. Voilà. Mais moi je te parlais pas de ça. Moi je te parlais du lien. Moi je te parlais des gens. Donne-nous des exemples de ces gens-là. Je parlais de ça pour finir parce que c'est un danger très grave cette disparition de l'argent. Parce que d'un côté, le motif pour éviter la délinquance, on veut pouvoir traquer tous les éléments, fait que toute personne qui aujourd'hui se retrouve en marge de la société, que ce soit par la migration, que ce soit par des activités professionnelles qui ne sont pas reconnues par la société, etc., se retrouvent dans une situation de précarité extrême où le jour où ils ne peuvent plus utiliser l'argent, on se retrouve avec des populations entières de migrants, de travailleurs du sexe, de pauvres, etc., qui ne peuvent plus du tout accéder au reste de la société parce qu'ils n'ont pas de compte en banque. Donc la monnaie locale, elle a justement cette valeur partout en France de défendre aussi la monnaie papier, parce que non seulement ça permet de faire ce lien, mais ça permet aussi de se protéger face à la disparition du cash, d'un point de vue vie privée et d'un point de vue danger sur cette utilisation. Et effectivement, elle crée du lien parce que l'objectif, c'est de se reposer la question, mais en fait, d'où vient la nourriture que j'ai dans mon assiette et de permettre, avec les prestataires du réseau, de pouvoir acheter sa nourriture ou sa consommation quotidienne auprès de personnes qui l'ont produite ou qui connaissent la personne qui l'ont produite directement. Et donc, on va pouvoir mettre un nom, un visage, une voix sur la personne qui a produit nos vêtements, notre nourriture, nos lunettes, notre pain, etc. Et ça permet de créer non seulement une étincelle, c'est pas un humain, c'est pas une machine derrière, c'est pas un ectoplasme, c'est un vrai être humain. Et donc, ça permet de repenser toute la question du prix, de la provenance, etc. Lorsqu'on a conscience de l'être humain qui est derrière la production, on va se mettre à se dire « Ah ok, mais en fait, que des enfants, que des gens sous-payés, que des gens sans sécurité sociale, que des gens qui travaillent dans des sweatshops sans voir la lumière du soleil, vivent cette vie invivable et meurent 10-20 ans avant moi pour produire parce que j'ai voulu sauver quelques euros sur ce t-shirt, là, le fait d'avoir un visage, un nom, une voix sur cette production, ça change complètement notre rapport à la consommation. Et effectivement, la monnaie locale, elle a aussi cette force de créer du lien social entre consommateurs, consommatrices, producteurs, productrices, et puis les distributeurs également, de manière à ce qu'on redevienne des humains qui échangent entre eux et plus des machines à consommer et à produire
au détriment de notre humanité, en fait. Et avec la monnaie locale, on se rend compte qu'en fait, une dépense n'est plus un coût, mais un investissement que vous, chez KissKiss, vous assumez complètement. Mais là même, c'est plus le consommateur qui est l'utilisateur final de toute une chaîne de consommation qui a été pensée pour lui, c'est le consommateur qui prend la place de l'investisseur à proprement parler. Vous inversez complètement la chaîne. Complètement, et la boucle est bouclée finalement, puisque l'éventuel consommateur final ou usager sera finalement aussi un de ceux qui va permettre l'éclosion du projet. Donc on en revient encore une fois à une notion d'économie réelle. On ne va pas créer des besoins artificiels via des projets marketing complètement incroyables. C'est fou, hein. On a l'idée, on se dit « Ah ouais, on va faire ça parce que ça n'existe pas. Voilà. » Et ensuite, on va dire aux gens qu'il leur faut absolument. Et donc, en fait, on crée un produit inutile et on vend des besoins inutiles. Voilà. Et en fait, c'est ça notre économie. C'est fou. Et en financement participatif, c'est exactement l'inverse, puisque on peut avoir des idées extraordinaires, innovantes, comme je le disais tout à l'heure, mais l'idée, c'est de rencontrer le public et de vérifier que le public, le citoyen, va adhérer à l'idée, va avoir l'utilité, l'usage de cette idée, et que ce ne sera pas un énième besoin marketing qu'on va lui vendre. Et du coup, la boucle est bouclée, comme je le disais, puisque ce citoyen, cet usager ou cet éventuel client qui découvre le projet va se dire « oui, effectivement, c'est intéressant, ça me plaît ». C'est tout à fait logique. Si on prend le cas de la campagne de la monnaie locale, ça fonctionnait, ça a prouvé qu'il y avait un intérêt et que les gens avaient envie que ça existe et que ça se développe. Pour faire le lien également et compléter, quand on parle de l'humain, de l'illustration de l'humain, pour être prosaïque en financement participatif, on explique aussi que justement pour qu'une campagne fonctionne, il faut à tout prix qu'il y ait une histoire et que les porteurs de projets se présentent et se mettent en avant. Qu'est-ce que ça veut dire sur une page de financement participatif? Ça veut dire mettre sa photo, expliquer son parcours, son idée, son projet, dire d'où on vient, quelle est notre motivation, etc. etc. Et ça, on le remarque, c'est absolument nécessaire pour qu'un projet fonctionne, parce que si à l'inverse, on a une belle page marketée, sans aucune histoire, sans aucune personne qui apparaît, sans aucune équipe projet, les gens se disent qu'ils sont en face d'un énième site marchand et qui a strictement aucun intérêt à aller donner des sous sur cette page qui apparaît sous vos yeux à cet instant T. Donc il faut effectivement qu'il y ait de l'humain et on demande à nos porteurs de projets d'illustrer cet humain, de se mettre en avant sur leur page. C'est en plus un paradoxe parce que nos porteurs de projets, que ce soit les associations, que ce soit les créateurs d'entreprises, les artistes, etc., sont souvent par nature des gens qui sont hyper modestes et qui n'aiment pas forcément se mettre en avant, ou en tout cas qui ne sont pas dans une démarche marketing forcenée. Et donc, dans notre travail au quotidien, on est obligé de dire et de répéter souvent, ce qui compte, c'est l'humain. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous mettre en photo, mais il faut vous y coller. Si on prend le cas de Lucas ici présent, ici il est collé, si vous allez voir sa page, il a fait un petit film, il a expliqué l'histoire, ils se sont mis en scène. Et on aura d'autres porteurs de projets tout à l'heure qui viendront nous parler de leur projet et qui derrière nous feront goûter leurs produits. Je le dis au passage, comme ça on y pense. Ouais. C'est bien aussi de goûter dans la vraie vie les projets, oui. Et donc du coup, on n'est pas que des porte-monnaies sur pattes limités à notre seul pouvoir d'achat. En fait, on peut être créateur de plein de choses. On peut être créateur ou co-créateur, prescripteur également. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. J'aimerais vous poser une dernière question à chacun. Très bien. Je crois que ça y est, on vient de résoudre la crise économique mondiale en 45 minutes. Ça ne nous a pas pris tant de temps que ça. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait fait ni Polytechnique, ni la plus haute école MBA, je ne sais pas quoi, aux États-Unis. Et à la fois, on n'y est pas encore. On est d'accord. Comment réussir à avoir cette éco-citoyenneté ambitieuse et rayonnante en partant de chacun votre prisme? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui sont ici pour qu'elles se lancent et qu'elles arrivent à porter fièrement ces valeurs-là? Ouais, vas-y, tu as le micro, profite-en. Alors ça tombe bien parce que c'est un peu notre slogan récurrent, si vous fréquentez le site, qui apparaît régulièrement sur la première page ou même dans notre récente campagne de publicité dans le métro cet été. Notre slogan, c'est « L'idée, c'est de se lancer ». L'idée, c'est de lancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois,
Comme tu le disais, il n'est pas nécessaire d'avoir fait Polytechnique et encore moins d'avoir fait des écoles de commerce prestigieuses qui vendent des... Si vous en avez fait, c'est pas grave, hein. Voilà, Il n'y a pas de souci. On est entre nous, ça va bien se passer. On peut s'en remettre et on peut effectivement trouver d'autres solutions. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir fait école de commerce et compagnie. Il n'est pas nécessaire d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, des moyens colossaux derrière soi. Le simple fait d'avoir une idée et d'oser justement présenter cette idée, la présenter à des vrais gens, de rencontrer des vrais gens, d'en discuter, de l'exposer, parfois c'est ce qui va permettre d'avancer. Mais effectivement, l'idée, c'est de se lancer, en tout cas d'avoir confiance pour se lancer. De se lancer si on est porteur de projet. Et si on n'est pas porteur de projet, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, inversement, on peut contribuer, on peut parler des projets, on peut diffuser, on peut venir à ce type de réunion, même si on n'est pas très nombreux. Si on applique ce que j'ai dit tout à l'heure sur la viralité, que chacun en parle à une personne, etc., si jamais il y a des bonnes idées que vous avez retenues, eh bien, ça peut diffuser sans passer pour autant par des campagnes télévisées, des radios, etc. C'est ce qu'on appelle le bon vieux bouche à oreille. Le bon vieux bouche à oreille 2.0, extraordinaire. Merci Olivier. Lucas, et c'est pas que du marketing, je peux en témoigner. Je suis arrivé à Paris à 18 ans avec zéro pour lancer l'association, et 2 ans après, on a levé suffisamment grâce à KissKissBankBank pour pouvoir lancer la monnaie locale, avoir un salarié, avoir des services civiques, etc. Donc on peut partir vraiment de zéro à 18 ans, on n'a pas fait d'études et y arriver. Pour ma part, au niveau de la monnaie locale, la question qu'est-ce que vous pouvez faire en sortant de la salle pour pouvoir agir. Alors, vous pouvez même agir dès avant de sortir de la salle, puisqu'avec Véronique, ce soir, on va vous proposer un comptoir de change. Donc, si vous avez envie de repartir avec de la monnaie locale dans votre portefeuille, vous pouvez le faire avant de sortir. Une monnaie locale qui peut être échangée à Paris, hein, bien sûr. Et pas que à Montreuil. Alors justement, la monnaie locale, la pêche, aujourd'hui, elle est présente dans 36 communes en Ile-de-France, donc essentiellement Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Paris, et ça commence à se lancer dans les Hauts-de-Seine, avec 170 adresses dans lesquelles vous pouvez la dépenser pour le moment, notamment la vingtaine des supermarchés coopératifs, les Nouveaux Robinson, qui viennent de se lancer dans le réseau il y a moins de 2 mois, bientôt des Biocop qui devraient suivre. Bravo. Merci. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé peut-être pendant les questions de pourquoi et comment la monnaie locale permet de faire la différence entre un Nouveau Robinson et du greenwashing, etc. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que par rapport à ta question sur on a résolu la crise en 45 minutes, mais on n'y est pas encore. Un des gros problèmes aussi, c'est les fausses solutions. Et effectivement, ça peut être difficile de faire le discernement. Et là, tu dis que la monnaie locale, en plus, c'est une sorte de tampon. Exactement. De sécurité. Voilà, parce que justement, on peut avoir l'impression qu'on est tout seul ou toute seule face à cette montagne de l'effondrement, du changement climatique, de la transition, etc., qu'on n'y arrivera jamais et qu'on ne sait pas quoi faire. Et surtout, on n'a pas forcément le temps de se poser toutes les questions et de faire toutes les recherches. On n'a pas le temps de lire les étiquettes, on n'a pas le temps de chercher qui est actionnaire de qui. Donc, avec la monnaie locale, vous savez que si dans votre quartier, vous avez un Naturalia qui n'accepte pas la monnaie locale et un Nouveau Robinson qui accepte la monnaie locale, et en fait, il faut le penser à l'inverse, c'est la monnaie locale accepte le Nouveau Robinson et la monnaie locale n'accepte pas le Naturalia. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'un côté, c'est du greenwashing, c'est une multinationale qui n'investit pas localement, qui ne paye pas les agriculteurs un salaire suffisant et qui contribue, malgré le petit pas en avant, à financer et à la destruction de la planète. Et de l'autre côté, vous avez une entreprise coopérative qui finance et qui paye les agriculteurs et les agricultrices un prix juste, qui a 30% de produits locaux, qui a une structure coopérative, etc. Donc effectivement, la monnaie locale va pouvoir vous permettre de faire la différence. Donc ce soir, vous pouvez récupérer de la monnaie locale. Demain matin, vous pouvez en parler à la machine à café, à vos amis, à vos collègues. La monnaie locale, c'est très simple d'y accéder, puisque l'adhésion est à prix libre. Vous pouvez mettre 10 centimes et vous pouvez pendant 1 an utiliser la monnaie locale. Ça, c'est une obligation légale. Et après, votre monnaie locale, vous pouvez la convertir dans un comptoir de change, la recyclerie, aujourd'hui, demain, etc. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Et puis la dépenser chez les Nouveaux Robinson, dans votre boulangerie, dans votre restaurant, mais aussi pour vos lunettes, pour vos frais de santé, pour vos vêtements, etc. Et d'ici quelques mois, votre énergie renouvelable, d'ici quelques années, vos financements participatifs. Enfin,
année, peut-être pas, parce que l'objectif c'est de lancer en 2020 la monnaie électronique, donc on espère pouvoir travailler avec KissKiss, la Nef et d'autres plateformes pour pouvoir la rendre disponible. Et donc voilà, vous avez quelques outils très simples, en parler autour de vous, utiliser la monnaie locale, ne serait-ce qu'en avoir quelques-uns dans votre poche. Et en plus, si vous n'avez pas le temps de faire deux choses, en convertissant vos euros en monnaie locale, vous savez qu'ils iront quand même à la Nef. Donc même si aujourd'hui vous n'avez pas suffisamment d'épargne, pour ouvrir un livret tout de suite, même en échangeant 10 euros, vos 10 euros ils iront quand même à la Nef et vous faites d'une pierre deux coups. Et puis derrière, vous savez où ira votre argent et vous pourrez le suivre également. Pour finir, vous pouvez trouver tout ça sur le site internet unemonnaiepourparis.org et sur l'application La Pêche Paris avec la carte de tous les prestataires en Ile-de-France qui acceptent la monnaie locale. Ça vous permettra de vous préparer à 2030 et au monde de demain. C'est fou, hein, mais la monnaie locale, ça a en fait permis de redonner son essence à la monnaie, c'est-à-dire échanger de la confiance. En fait, c'est vraiment ça. On est dans l'échange de confiance, comme tu l'as dit. C'est de plus en plus difficile d'arriver à s'y retrouver, de se dire mais qui y est vraiment ou pas, quelle est la vérité derrière chaque intention. Et ça, cette monnaie locale, en fait, elle nous permet de se libérer un peu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas conserver notre esprit critique en toutes circonstances et s'approprier nos décisions. Mais la monnaie locale, là, en l'occurrence, nous permet de prendre de sacrés raccourcis. Et pour ça, bravo. Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier ? Oui, parce que accessoirement, ce que je retiens aussi, c'est qu'au-delà du concept génial de la monnaie locale, c'est que finalement, la monnaie locale fait le tri des commerçants et des prestataires pour vous. Si vous n'avez pas le temps ou les informations pour savoir qui est Naturalia, qui est ceci, qui est cela, au moins, vous savez que les commerçants, les artisans qui ont été répertoriés par la monnaie locale sont normalement clean. Et en plus, c'est l'occasion d'aller taper la discute, puisqu'en général, les gens qui acceptent la monnaie locale aussi sont contents de parler avec d'autres vrais êtres humains. Hein. Et dernière chose, ces choix-là, il n'est pas arbitraire et vous pouvez y participer, puisque la monnaie locale, c'est une association. Et en tant qu'utilisateur de la monnaie locale, vous avez une voix aux assemblées générales, vous pouvez participer au comité d'agrément, faire évoluer la charte, etc. Donc les commerces qui sont actuellement dans le réseau, c'est des gens avant vous qui ont participé à la décision, aux critères, etc. Donc vous avez vraiment ce réseau de confiance qui peut aussi se monter. Et je m'arrête là. Super. Anne-Charlotte, toi, qu'est-ce que tu nous recommandes alors pour s'y mettre tout de déjà suite ? pour faire le lien avec Lucas, mais moi je nous retrouve complètement dans cette définition, puisque de toute manière, qui dit circuit court et transparence, effectivement, on a cette même définition de qui on finance des structures qui mettent l'humain au cœur de leur démarche et pas uniquement des structures qui tamponnent un label. Et donc chez nous aussi, dans les listes des prêts, vous retrouvez les Nouveaux Robinson, Biocop, vous ne retrouverez pas d'autres grandes chaînes. Pour la Nef non plus, pas besoin de sortir, juste un ordinateur, un téléphone, et en ouvrant son livret déjà. En ouvrant son livret, on peut commencer par épargner quelques dizaines d'euros. Hein. À partir de 0 € même, vous pouvez l'ouvrir, on vous demande quand même d'en mettre 10. Mais en tout cas, c'est bien avec votre épargne que vous avez le pouvoir, a priori, l'argent de votre compte courant, vous le dépensez. À la fin du mois, il n'y en a plus trop. En revanche, l'argent de votre épargne, c'est lui qui est placé, qui part dans les nébuleuses ou qui sert à financer des projets à côté de chez vous. Donc, sans attendre d'ouvrir un livret, c'est déjà mettre un premier pied dans la dynamique et voir ce qui se passe. Et pas trop tarder à devenir sociétaire, parce que finalement, c'est bien de voir ce qui se passe, mais c'est bien aussi d'agir pour faire en sorte de construire le projet, qui a encore beaucoup à construire. Et puis, à la machine à café ou à la table de Noël, poser la question de « mais où va ton argent ?» Là, il y a quelques guides. On est aidé par les Amis de la Terre, par Oxfam, qui essayent justement d'aller chercher, décrypter, chercher des informations dans un univers qui est plutôt très opaque. Et donc d'aller déjà poser la question autour de vous, mais au fait, il va où, il sert à quoi ton argent ? Je n'ai pas fini de le lire, le nouveau rapport d'Oxfam, mais ce que je retiens, c'est 70% des investissements des banques dans nos investissements énergétiques sont dans les énergies fossiles encore en 2018. Voilà, malgré les engagements verts, malgré les publicités vertes, il y a un chemin à parcourir. C'est fou, hein ? Oui. C'est fou. En tout cas, la Nef.com.
d'arriver effectivement lanef.com. Il y a aussi, j'en profite, le petit compte rendu qui a été fait avec Oxfam sur Faire Finance France, FAIRE Finance France.com, je crois, qui donne aussi la transparence, qui permet de voir comment fonctionnent les banques sur des critères assez définis et de les comparer rapidement. C'est édifiant et c'est très facilement, en fait, c'est très visuel. Donc ça aide beaucoup. Moi, j'avais cette envie de vous donner la parole parce que on a malheureusement pris notre argent dans notre société comme une finalité. Et moi, depuis que je suis tout petit, ma grand-mère, elle me dit quelque chose, elle me disait quelque chose, mamie Odette, elle me disait plein de trucs, hein. Elle avait tout un tas de comme ça. Oui, comment elle disait elle mange ta viande. Non, elle me disait pas ça. Elle me disait la confiture, c'est la culture, c'est comme la confiture. Plus on en a, moins on l'étale. Elle me disait tout un tas de trucs comme ça. Et il y en a un qui m'est vachement resté. C'est ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière. Et depuis longtemps, je réfléchis à ça. Mais pourquoi ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière ? Mais pourquoi il y en a qui veulent mourir le plus riche du cimetière ? Comment on peut se retrouver dans un monde où une poignée d'êtres humains, quelques dizaines à peine, ont réussi à capter la moitié de la richesse qui existe ? C'est quand même fou. C'est quand même fou. Qui possèdent autant en fait que la moitié de l'humanité la plus pauvre. C'est quand même fou. Et donc, de se poser cette question, de se dire, mais est-ce que finalement l'argent c'est une finalité ? Est-ce que le fait d'avoir le plus gros compte en banque, d'avoir derrière tout ce que ça me permettra d'acheter, c'est vraiment ce à quoi je vais dédier le miracle de mon existence ? Ou est-ce qu'au contraire, je peux reprendre cette monnaie et revenir à sa source, à sa racine, qui était en fait un moyen d'échanger, et donc seulement un moyen. Vous venez de montrer à quel point c'était un moyen, oui, d'acheter, mais en fait, bien plus que ça, un moyen de soutenir, un moyen de relier, un moyen de régénérer. Cet argent, il a un vrai pouvoir. C'est un cercle, c'est pas une fin. Si on pense qu'il y a l'argent qui est créé, qui va ensuite être dépensé et fini, alors notre système, effectivement, terminera. Si cet argent, il est dans une boucle vertueuse qui va toujours apporter beaucoup plus de valeur, et on parle de la vraie valeur, de la valeur naturelle, et pour rappel, nous faisons partie de la nature. Alors là, on pourra apporter quelque chose en plus et laisser notre planète dans un meilleur état que celle qu'on l'a trouvée, comme dit le fondateur des Scouts. Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, je vous remercie pour votre courage et votre bravoure à être venu ici malgré les événements. J'aimerais qu'on applaudisse nos participants qui, eux aussi, ont montré beaucoup d'énergie, d'enthousiasme à venir et à échanger et à parler avec passion de leur projet. Et on leur doit bien un petit round d'applaudissements. Allez.